Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire un peu particulier pour aujourd'hui. En fait, j'avais pas d'idée préconçue sur la manière dont on devait se dérouler ce webinaire. En fait, je n'avais pas envie d'identifier un sujet a priori à partager avec vous aujourd'hui. Et puis, c'est en discutant avec Carole récemment, on s'est dit, ah, mais tiens, enfin, on pourrait organiser une conversation entre passionnés de l'approche de Palo Alto, mais en laissant aussi une place pour ceux qui avaient envie de découvrir l'approche. Et donc, on s'est dit, tiens, on va comme ça, régulièrement, 3 fois dans l'année, organiser des possibilités d'échange, en fait, comme à bâton rompu. Vous n'êtes pas tout à fait tous au même niveau de formation autour de l'approche de Palo Alto, mais ça n'empêche que si c'est une approche qui vous intéresse, on se dit qu'un moment d'échange relativement informel comme ça peut apporter quelque chose à tout le monde. Donc, on s'essaye là-dessus. On n'a pas de but conscient, on dirait, du point de vue de l'approche de Palo Alto. On ne veut pas arriver à un résultat particulier aujourd'hui, si ce n'est profiter de cet échange informel pour répondre aux questions que vous pouvez avoir les uns et les autres, plus ou moins formés que vous êtes, autour de l'approche de Palo Alto. Moi, je me tiens totalement à votre disposition pendant cette heure qui vient. Néanmoins, j'avais quelques éléments que je voulais partager avec vous en introduction. Rappeler que voilà, on enregistre la séance parce qu'un certain nombre de personnes ont aujourd'hui m'ont dit ne pas être disponibles pour nous rejoindre, mais être néanmoins très intéressés pour écouter le replay. Donc, j'avais dit, OK, on pourrait mettre un replay à disposition avec plaisir, premièrement. Donc, vous invitez, alors peut-être 2 recommandations. Voilà, donc comme la séance est enregistrée, si vous ne voulez pas apparaître dans l'enregistrement, vous coupez votre caméra, bien entendu. Et puis, je voulais, mais je vois qu'on a tous pris des bonnes habitudes là, vous inviter à couper vos micros, en fait, quand vous ne prenez pas la parole pour poser des questions. Pour poser les questions, si vous pouvez lever une main comme ça avec la fonction lever la main qui se trouve, je crois, dans l'onglet réaction. Voilà, problème. Voilà, c'est ça. Dans réaction, vous avez une petite icône qui s'appelle lever la main. Comme ça me permettra de vous donner à tour de rôle la parole. Et puis, je crois que j'avais une autre recommandation à faire. Oui, c'est si vous ne voulez pas lever la main, vous pouvez aussi poser la question dans le chat de notre session, dans l'onglet Discuter. Et puis, Carole jettera un coup d'œil et se fera votre porte-parole. Voilà, je lui propose d'être la porte-parole des uns et des autres. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. En fait, en réfléchissant à la séance d'aujourd'hui, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour au plus simple? Qu'est-ce que j'avais envie de partager avec vous? Alors, c'est sympa parce que je vois donc, il y a Carolina qui nous rejoint, que j'ai formée il y a, je pense, plus de 16 ans ou 17 ans à l'approche de Palo Alto. Donc, c'est tout sympa de la retrouver aujourd'hui. Et donc, ce que je voulais, peut-être, je voulais revenir sur le caractère non normatif, non pathologisant, mais responsabilisant de l'approche de Palo Alto. En fait, pourquoi je veux revenir sur ces 3 points-là? Parce que je pense que ce sont les 3 points principaux auxquels il faut être attentif quand on pratique l'approche de Palo Alto. Je trouve que l'épistémologie de l'approche, je ne sais pas si le terme est tout à fait approprié, mais c'est comme ça que j'aurais envie de le dire. En tout cas, la posture de base que l'on doit avoir chevillée au corps quand on pratique l'approche de Palo Alto, c'est vraiment cette posture non normative, non pathologisante, mais responsabilisante de l'approche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire
l'approche non normative de mon point de vue, en fait, ça veut dire que on ne sait pas mieux que les personnes que l'on accompagne ce qui est bon pour elles. C'est-à-dire que c'est vraiment les personnes, qu'elles soient individuelles ou collectives, qui nous indiquent quand l'accompagnement est bon pour elles, enfin quand si, là, j'ai envie de dire, l'accompagnement, qu'il soit individuel ou collectif, porte ses fruits, eh bien, c'est les personnes accompagnées qui nous l'indiquent. Nous, on n'a pas un modèle de santé mentale à revendiquer, on n'a pas un modèle de bon fonctionnement des équipes à revendiquer. On se cale, en fait, à ce que nous indiquent les personnes que l'on accompagne. Et quand elles nous disent que c'est bon pour elles, eh bien, c'est bon pour nous. Notre intervention peut s'interrompre là. Après, je crois qu'il y a un autre aspect, en fait, sur la posture non normative de l'approche de Palo Alto. On ne tient pas à un rituel ou un cérémonial, en fait, j'ai envie de dire, particulier. On est capable aussi de privilégier des moments ou des fonctionnements plus informels dans notre pratique, du moment que ça aide là où les personnes accompagnées à se mobiliser pour engager des changements qu'elles souhaitent réaliser grâce à notre accompagnement. Ça, c'est pour le premier point, donc non normatif. Pour le second point, qui est le point non pathologisant de l'approche de Palo Alto, je vous rappelle ou j'attire votre attention sur le fait que du point de vue de l'approche de Palo Alto, on ne met pas des étiquettes sur les personnes ou auprès des personnes que l'on accompagne. Ou alors si à un moment donné il y a des étiquettes qui sont mises, on essaye de mettre des étiquettes qui soient psychodégradables, comme le disait mon collègue Tiamer Wertz il y a quelques années dans un TEDx, que je vous invite à regarder si ça vous intéresse tout particulièrement, qu'il avait donné ici à Paris. On a en fait du point de vue de l'approche de Palo Alto, toutes les personnes qu'on accompagne ont des comportements logiques. Et je crois que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une posture qui soit une posture d'anthropologue. En fait, ce qui va nous aider à aider les personnes que l'on accompagne, c'est cette curiosité anthropologique. Même les comportements les plus inhabituels, même les comportements les plus étonnants, même les comportements qui pourraient paraître dans un premier temps un peu bizarres, j'ai envie de dire, sont du point de vue de l'approche de Palo Alto des comportements qui sont logiques. Et notre responsabilité en tant qu'accompagnant, eh bien, va consister en fait à faire ce travail de compréhension de la logique en fait dans laquelle la personne, là où les personnes se sont inscrites, qu'est-ce qui fait que pour elles, leur manière de se comporter est la manière la plus logique de réagir dans la situation qui est la situation à considérer sur laquelle on doit intervenir. Et moi, je trouve que c'est un des côtés les plus passionnants de l'approche. Parce que à chaque fois, enfin, j'ai l'impression que là où les personnes que j'accompagne m'emmènent en voyage, quoi. Elles me font découvrir des choses tout à fait inhabituelles et très étonnantes, sachant que leur comportement logique, en fait, résulte de tous les apprentissages qu'elles ont pu faire jusqu'à présent. Donc, on va avoir cette lecture. C'est pour ça, en fait, que ce comportement est tout à fait logique du point de vue des personnes que nous accompagnons. Et le dernier point qui est important, c'est qu'on est dans une approche qui est responsabilisante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une approche responsabilisante? Pour moi, ça veut dire que je ne veux pas plus le changement que les personnes que j'accompagne, que là où les personnes que j'accompagne. C'est vraiment elles qui nous disent... moi, j'essaye de créer, en fait, le maximum de conditions qui leur permettent d'engager un changement. J'essaye de clarifier les conditions de ce changement. J'essaye
de potentialiser au maximum leur envie de changer, mais il y a toute une part du travail que je ne peux pas faire à leur place, et notamment du point de vue de l'approche de Palo Alto. Vous savez, vous devez savoir qu'on donne des tâches à réaliser entre les séances d'accompagnement et que c'est la réalisation de ces tâches-là qui finalement montre le degré d'engagement des personnes que nous accompagnons dans le changement qu'elles réalisent. Donc, en fait, en tant qu'accompagnant, que ce soit sur un plan individuel ou que ce soit sur un plan collectif, on a un travail qui est parfois assez significatif, qui peut prendre un certain temps, notamment dans des dynamiques collectives, pour réussir à clientéliser. Et donc, mon travail en tant qu'intervenant, ce sera toujours d'ajuster ma posture pour que ma posture soit la plus responsabilisante possible pour les personnes que j'accompagne, c'est-à-dire qu'elle leur laisse le plus le choix d'engager ou pas, si elles le souhaitent, les changements qu'elles souhaitent mettre en œuvre. Voilà, c'était en fait ces 3 points de vue-là que je voulais clarifier pour commencer notre échange. Et maintenant, je vous laisse la parole. Alors, je vous laisse me poser toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser autour de l'approche de Palo Alto. Qui se lance pour une première question? Alors, je vois quelqu'un, c'est Zara qui lève la main. Mais Zara, il faudrait que tu ouvres ton micro. Je vais me permettre de tutoyer tout le monde, parce que c'est plus facile. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Bonjour Zara. Voilà, donc j'entends, c'est une approche non normalisante, non pathologisante et responsabilisante. Voilà. Et ma question, c'est en fait, qu'est-ce qui fait la différence de cette approche par rapport aux autres approches coaching, Gestalt, AT, et même PNL, parce que ce sont tous les fondamentaux même du coaching, c'est que c'est non normalisant, c'est non pathologisant et c'est des approches qui sont responsabilisantes. Qu'est-ce qui fait que l'approche systémique se dit et se revendique ces 3 points par rapport aux autres? Alors, ça va pas être facile pour moi de répondre à cette question, Zara, parce que je connais très mal les autres approches. Donc, c'est plus des personnes qui auraient l'habitude de pratiquer différentes approches qui seraient à même de pouvoir répondre à la question. Par exemple, tu parlais de l'approche Gestalt. Ça, bien entendu que le nom, je le connais, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, c'est un peu embarrassant pour moi. Pour les approches PNL que je connais un petit peu plus, moi, je vois des différences dans l'accompagnement que je peux réaliser. Et comme j'ai aussi l'occasion de former pas mal d'élèves qui pratiquent la PNL, ils me disent que les éclairages que je leur donne avec l'approche de Palo Alto les amènent à élargir davantage en fait leur champ de responsabilisation finalement dans l'accompagnement, parce que bon, par exemple, en PNL, une démarche qui est privilégiée, c'est le fait de définir un objectif dès le départ de l'accompagnement. Ça n'est pas le cas, en fait, du point de vue de l'approche de Palo Alto. On n'est pas focalisé sur un objectif en particulier au départ. On va plutôt mettre notre énergie à essayer de clarifier le problème auquel on s'attaque. Voilà un peu une différence qui pourrait exister. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, comme je ne vois pas tout le monde, je ne sais pas si quand quelqu'un... Olivier? Oui? Oui, c'est Sylvie. Est-ce que parmi les questions, on peut partager une situation et avoir ton regard dessus? Éventuellement. Alors, attends, Sylvie, je ne te vois pas à l'écran. Je te cherche, Oui. Excuse-moi. Oui, j'ai allumé, ma caméra est bien allumée. Alors, pardon.
Ah oui, ça y est. Vas-y, Sylvie, je t'en prie. Merci. Du coup, moi, j'aurais une situation que j'aimerais partager pour avoir peut-être ton éclairage et partager avec le groupe. Dans le cadre de mon activité, donc au sein d'un grand groupe de télécommunications, je suis responsable du développement managérial. Et récemment, j'ai un manager qui est venu me voir. Alors, je ne fais pas particulièrement de coaching dans le cadre de mes missions, même si j'ai été formée à Repère et puis on a eu l'occasion de s'y croiser. Oui. Et donc, j'ai une manager qui est venue me voir récemment voilà, pour avoir mon aide sur une situation qu'elle vit avec un collaborateur qui, visiblement, n'est pas impliqué dans son activité et avec qui la relation est complexe. À chaque fois qu'ils ont des échanges, elle ne peut pas en placer une. Elle n'arrive pas à lui dire que il ne fait pas son job. Et donc, voilà, elle est venue me demander mon avis pour savoir comment faire avec lui. Et en fait, moi, ce que j'ai constaté dans ce qu'elle m'a raconté, c'est que plus elle insistait pour essayer de lui parler, d'en placer une, et plus lui, d'après ce qu'elle me raconte, il prend toute la place dans la discussion, donc elle ne peut pas en placer une. Et donc, j'ai tout de suite pensé à l'approche systémique sur cette situation. Et donc, même si on n'était pas du tout dans une relation de coaching, mais je lui ai dit, tiens, ici, la prochaine fois que vous avez une bilate, et en fait, juste tu laisses parler, tu l'écoutes jusqu'à la fin, tu ne dis pas un mot. Et même à la fin, quand il va te dire, est-ce que tu as des questions, tu lui dis non, que tu as été ravie de l'écouter. Enfin, voilà, qu'elle gardait ses questions pour la prochaine fois. En gros, elle arrête d'essayer d'en placer une. Voilà. Je voulais juste avoir ton regard sur cette situation et puis voir si peut-être il y a autre chose qui pourrait être fait. A priori, ça va dans le bon sens de ce qu'on a pu partager ensemble au cours de la formation. Tu l'as invité, alors peut-être tu peux aller plus loin dans le fait de l'inviter à aller à l'inverse, c'est-à-dire que juste se taire, c'est peut-être pas tout à fait suffisant. Il faut même qu'elle l'encourage à parler davantage, tu vois. Elle peut pour prolonger le côté paradoxal de l'intervention à ce moment-là. Mais tu lui en as parlé, tu lui as déjà demandé de faire cet exercice. Est-ce que tu as eu un retour de sa part? Non, c'était la semaine dernière. Donc là, je suis en congé cette semaine et normalement, on se parle la semaine prochaine. D'accord, ce sera intéressant de voir comment ça s'est passé. Mais si elle en parle, en fait, juste arrêter de faire quelque chose, ça n'est pas suffisant du point de vue de l'approche de Palo Alto. Il faut vraiment encourager à faire l'inverse quand on est sur une intervention paradoxale. D'accord, ok. Et comme elle ne peut pas en placer une, même tu vois, elle pourrait le solliciter plusieurs fois pour lui dire « Je sais que tu as plein de choses à dire, donc je te demande de venir me parler. Je te propose qu'on se prenne une demi-heure tous les jours. » Et pendant une demi-heure, elle lui dit « Vas-y, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. » Et elle invite à… Voilà. Ok. Et probablement qu'à un moment donné, il va dire « Oui, mais toi, tu as peut-être des trucs à me dire. » Enfin, on peut espérer ça, quoi. Ok. Merci, Olivier. Je t'en prie, je t'en prie. Alors, une autre question, peut-être ? Peut-être c'est un peu intimidant comme mode de fonctionnement comme ça, tous ensemble. Olivier, c'est Carolina, je peux poser une question? J'ai reconnu ta voix, Carolina. Pas de souci, dis-moi. Alors, elle n'est pas à 100% claire, mais peut-être qu'elle va se clarifier en la posant. C'est sur la partie non pathologisant. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore cette approche. Ouais. Et alors, je voulais te demander, est-ce que d'un point de vue théorique, ça voudrait dire que l'approche systémique, elle considère que le point de départ ou la situation, ce qui compte, c'est la situation dans laquelle se trouve la personne. C'est-à-dire que on s'en fiche un peu de savoir qu'est-ce qui explique que la personne vit ce qu'elle vit de la façon dont elle la vit. Oui. Ce qui compte, c'est la façon dont elle la vit. Oui. C'est tout. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, en fait, elle va nous dire, en fait, souvent les personnes qu'on accompagne se racontent
toute une histoire autour des difficultés auxquelles elles sont confrontées. D'accord? D'ailleurs, enfin, on est un petit peu tous pareils. Quand on est confronté à des difficultés, on essaye de. Notre premier réflexe, souvent, c'est d'essayer de trouver une raison, une explication, en fait, pourquoi la difficulté existe. Mais la plupart du temps, ça ne nous aide pas forcément. Et donc, avec l'approche de Palo Alto, tu le sais bien, Carolina, on va se concentrer sur l'ici et le maintenant de la manifestation de la difficulté. Et on dit, du point de vue de l'approche de Palo Alto, qu'on ne cherche pas des explications, mais qu'on est à la recherche de descriptions. On ne cherche pas des interprétations sur pourquoi les difficultés existent, ce qui est souvent le réflexe des personnes qu'on accompagne. Ils disent, bon, il faut que je vous raconte un peu l'histoire de mon équipe, il faut que je vous raconte un peu mon histoire, il faut que je vous raconte, comme ça vous comprendrez comment les difficultés existent aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, on est bienveillant. Alors, c'est intéressant parce que ça nous donne des informations sur leur position vis-à-vis de leurs difficultés, etc., etc. Mais le plus important, c'est dès qu'on va réussir, c'est déjà pour moi d'ailleurs, c'est déjà toute une intervention, de réussir à parvenir à une description assez pragmatique et concrète de la manifestation de la difficulté. Et c'est à partir de cette description que l'on peut faire un travail. Et effectivement, je pense que quand on se raconte des histoires, peut-être à propos de nos difficultés, ça peut un peu participer peut-être de la pathologisation dans laquelle on peut tomber. Enfin, j'y vais prudemment, quoi. Se raconter une histoire à propos de nos difficultés, parfois peut faire partie des tentatives de solution. Et ma question, toujours en lien avec ça, c'est, tu vois, est-ce qu'il y a finalement deux zones d'intervention? D'un côté, tu vois, on se dit, il y a la pratique du recadrage qui agirait sur la possibilité pour la personne de regarder la situation dans laquelle elle se trouve d'une façon différente dont il la regarde. Ouais. Et l'autre, c'est d'agir sur le système dans lequel il se trouve, le système notamment interactionnel dans lequel il se trouve. Même encore plus précisément que ça, Caroline, notre seule orientation stratégique, c'est le blocage des tentatives de solution. Quand tu dis agir sur le système, et plus particulièrement tout faire, en fait, je voudrais rebondir sur ce que tu dis là, parce que l'approche de Palo Alto est souvent un peu connue pour les interventions paradoxales qu'on peut réaliser, et d'ailleurs dans la situation qui était proposée par Sylvie, on avait tout de suite une idée un peu d'une tâche un peu paradoxale, mais en fait, réaliser des interventions paradoxales est nullement une fin en soi du point de vue de l'approche de Palo Alto. Le plus important du point de vue de l'approche de Palo Alto, c'est de tout faire pour bloquer les tentatives de solution, puisque, comme le disait Václavic, de toute façon, je crois qu'on a fait un petit article d'ailleurs avec Carole récemment là-dessus, c'est la tentative de solution qui crée le problème. En fait. Donc, n'oublions pas ça. En fait, toute notre énergie, tu peux faire n'importe quoi aux personnes que tu accompagnes. Du moment que ça participe du blocage des tentatives de solution, j'ai envie de dire, tu vas aller dans la bonne direction. Puisque tu vas couper ce qui alimente davantage de difficultés dans cette situation. Ça, c'est le plus important. Le seul sens interdit du point de vue de l'approche de Palo Alto, c'est de faire une recommandation qui viendrait alimenter les tentatives de solution. En fait. Donc il y a toujours j'aime bien comment tu le dis, il y a toujours ces deux opportunités d'intervention. Soit tu tentes de faire passer un recadrage et il ne faut pas te gêner, je veux dire, à chaque fois que tu as une idée de recadrage, tu y vas, tu passes que ce soit à titre individuel ou collectif, c'est pareil. Hop, tu passes ton idée de recadrage, mais sinon, après, stratégiquement, tu dois mettre toute ton énergie, toute ta créativité, toute ton imagination pour trouver des idées plus ou moins
habituelles, inhabituelles, créatives, pour bloquer les tentatives de solution. Quand tu donnes une tâche d'observation à quelqu'un, c'est pas parce que tu vas recueillir de l'information que la tâche d'observation, elle est importante, ça y participe, évidemment. Mais ce qui est le plus intéressant dans une tâche d'observation, c'est que quand les gens sont occupés à faire la tâche d'observation, ils ne sont pas occupés à produire leur tentative de solution. Et donc, tout de suite, ça va faire une différence de nature, à faire une différence dans l'accompagnement. OK ? Merci beaucoup. Je t'en prie. Carole, tu voulais dire quelque chose? Je vois que tu as la main levée, en fait. Oui, je voulais rebondir sur la deuxième question, celle de Sylvie tout à l'heure, Oui. avec où tu disais finalement il faut l'inviter à parler tous les jours, etc. Et donc du coup ça m'a fait penser à cette histoire de double contrainte. Oui. Un peu. Enfin voilà. Est-ce que tu pourrais revenir sur réexpliquer peut-être cette histoire de double contrainte? Oui, avec plaisir, oui. Donc en fait, la double contrainte, c'est la marque de fabrique de l'approche de Palo Alto. C'est Gregory Bateson qui a forgé ce terme de double contrainte. L'indication historique, c'est en 1956, le groupe Bateson, donc lui et un certain nombre de collègues qui sont retournés, qui sont regroupés autour de lui. Ils étaient 3, notamment William Frey, je me lance, William Frey Jackson, et le 3e va me manquer à l'instant, bien sûr. En fait, le pousse un petit peu à sortir son article sur la double contrainte. Lui n'était pas tout à fait partant là-dessus parce qu'il se méfiait beaucoup de la manière dont les travaux de recherche allaient être utilisés par la suite. Ça l'inquiétait toujours énormément. Néanmoins, ça va devenir une marque de référence et Ken Loach, d'ailleurs, va faire en 1970 le film Family Life pour illustrer ce qu'est une double contrainte. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite à le voir. Il est extraordinaire et terrible à la fois. Alors, une double contrainte, c'est quoi? En fait, c'est une situation interactionnelle dans laquelle, quoi qu'on fasse, on sera à côté des réponses attendues. On ne peut pas répondre correctement. On ne peut pas trouver une bonne attitude, un bon comportement. On ne peut pas trouver une bonne réponse dans une situation de double contrainte. Et donc, il y a un impératif créatif dans la double contrainte. Comment est-ce qu'on va sortir d'un contexte impossible auquel on est confronté pour pouvoir s'en sortir? Il faut savoir que, et j'en parle dans ma thèse, je vous renvoie aussi à la lecture de ma thèse, le lien figure sur le site du jardinier relationnel, puisque le titre de ma thèse, c'est Double contrainte et développement organisationnel, le rôle de la métacommunication. Alors, ça me permet de redonner des précisions sur la double contrainte. On a 3. Alors, la double contrainte, c'est pas quelque chose d'objectif déjà, c'est quelque chose de profondément subjectif. Et c'est intéressant parce que dans le monde du travail, on est souvent confronté, bien sûr, le monde du travail fait tout pour rationaliser les choses, mais en permanence, il a affaire avec une part de subjectivité, la subjectivité passant par le décodage que font les uns et les autres des situations de travail auxquelles ils et elles sont confrontés. Donc, dans une double contrainte qui est subjective, c'est-à-dire que dans une même équipe, certaines personnes peuvent avoir le sentiment d'être confrontées à une double contrainte, pendant que d'autres n'auront pas du tout ce sentiment-là. Eh bien, il y a néanmoins, Bateson a mis en évidence qu'il y avait 3 éléments qui permettaient de décrire ce qui contribue en fait à avoir le sentiment d'être pris dans une double contrainte. Le premier élément, c'est qu'il faut être exposé de manière récurrente à une demande qui est soit contradictoire, soit paradoxale. La demande contradictoire dans le monde de l'entreprise, on en a un certain nombre parce qu'on entend plein de discours et on a des pratiques. Donc, Argyris et Shawn mettent le doigt là-dessus en disant qu'il faut faire
la distinction entre les valeurs prônées et les valeurs pratiquées. Et c'est là où commence à apparaître la contradiction dans cet écart entre un discours et une pratique. Et pour les personnes qui sont prises dans ces contextes-là, à un moment donné, c'est pas facile de savoir si elles ont plutôt intérêt à aller du côté des valeurs pratiquées, auquel cas on leur reprochera de ne pas suivre les valeurs prônées, ou d'aller plutôt du côté des valeurs prônées, et auquel cas on leur reprochera de créer le désordre dans les valeurs pratiquées. Donc on commence à voir un peu cette oscillation dans cette contradiction-là. Et les demandes paradoxales, Carole, tu sais que voilà, c'est les demandes qui excluent d'emblée la possibilité d'y répondre correctement. C'est toutes ces demandes, l'archétype, c'est soit spontané, donc prenez des initiatives, c'est une demande paradoxale, quoi. Une initiative ne prend pas sous ordre, voilà, par exemple. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément de la double contrainte, qui est très intéressant pour moi, c'est le lien de dépendance au contexte. Les personnes qui ont le sentiment d'être pris dans un contexte de double contrainte sont aussi prises dans une situation de laquelle elles ne peuvent pas s'échapper. Pour des tas de raisons qui peuvent être des tas de raisons différentes, et ça j'en parle beaucoup dans ma thèse, justement, il faut avoir une acceptation relativement large de cette idée de dépendance au contexte. Ça peut être souvent, quand on est dans le monde du travail, une première idée, c'est la dépendance économique. Voilà, les personnes ont contracté des emprunts, elles ont une famille à élever, il y a des revenus à assurer, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un élément, c'est peut-être le premier auquel on pense, mais après, il peut y avoir des choses beaucoup plus subtiles dans les liens de dépendance. Par exemple, ça peut être des questions qui sont liées à la précarité, à cause du fait que la personne soit confrontée à une situation de handicap, ou la précarité liée au fait que la personne attend un contrat à durée indéterminée et qu'elle va de CDD en CDD, ou qu'elle est prise dans un contrat d'alternance, de formation en alternance, et qu'elle espère bien que ce contrat va se transformer par un emploi à la fin. Ça peut être parce que la personne est passionnée par son boulot, tout simplement, parce que elle a un lien affectif avec la communauté sociale dans laquelle elle est prise, parce que elle a un engagement, comme le disait une des personnes que j'avais accompagnées une fois. Elle me disait: Olivier, moi, dans cette association-là, j'ai un engagement militant et j'ai jamais imaginé travailler ailleurs de ma vie que dans cette association. Et là, je me disais: aïe, 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 ça va pas être facile de lui donner un coup de main si je n'arrive pas à faire en sorte qu'elle soit moins prise dans cette relation de dépendance vis-à-vis de cette association. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait parler de tout son intérêt qu'elle avait à travailler, pour faire un lien avec une question précédente, en quoi c'était logique pour elle de travailler dans cette association-là et pas dans une autre. Et plus elle m'en parlait, et plus elle se rendait compte que ce qui était important pour elle dans cette association-là, elle pourrait le trouver ailleurs. Et en fait, ça a détendu en fait son lien de dépendance au contexte. Et un jour, elle a pu prendre une position beaucoup plus autoritaire dans une situation de harcèlement pour se défendre. Et c'est ce qui a permis à la situation de se résoudre. Et troisième critère pour la double contrainte, eh bien, c'est l'impossibilité de métacommuniquer. Je reviens sur ma thèse, double contrainte et apprentissage organisationnel. Là, le rôle de la métacommunication, oui, justement, en fait, la communication, la métacommunication, c'est toute la communication qu'on fait à propos des situations difficiles auxquelles on est confronté. Quand on ne se comprend pas très bien en matière de communication, on métacommunique, on s'ajuste en disant tiens, j'ai peut-être pas été clair, voilà, ou excusez-moi, chef ou ma chef, vous me demandez ça, une chose et son contraire, je suis un petit peu perdu, est-ce que vous pourriez me dire
vers quoi je dois plutôt aller. Et si le chef ou la chef répond « bah oui, c'est bien la preuve que tu comprends rien », eh bien, ça devient super difficile d'oser ouvrir la bouche pour s'ajuster par rapport à des situations qui sont extrêmement difficiles. Et en fait, moi, je trouve que ce à quoi on assiste dans les organisations, ben, c'est que souvent, il y a une espèce d'autocensure en fait, qui va venir renforcer le sentiment d'être pris dans une double contrainte. Et à ce moment-là, ben, c'est un peu ce que je dis dans ma thèse, ben, les seules conduites qui conviennent, c'est des conduites défensives. Et pour moi, tout ce qui est burn-out, par exemple, ben, sont des comportements logiques en regard de contextes qui sont vécus par les personnes comme étant des contextes de double contrainte. Voilà, Carole, ce que je peux rappeler sur la double contrainte. Merci, Olivier. Alors, je vois qu'il y a peut-être une question dans le chat. Non, ah non, c'est le lien pour la thèse. Merci. Merci, Carole. Oui. Comment sortir de la double contrainte? Ah oui, pardon. Comment en sortir? Ben, ça dépend. Alors, c'est une très bonne question. Ça dépend où on se situe. Ça dépend où on se situe. Et il y a 3 positions possibles pour moi. Il y a je me sens pris dans une double contrainte, moi-même. J'ai essayé d'en parler, ça ne marche pas. J'ai essayé de m'ajuster, j'ai essayé de faire clarifier les demandes contradictoires auxquelles je suis confrontée. Je n'y arrive pas. Je pense que la marge de manœuvre n'est pas très grande et il va falloir travailler sur le lien au contexte. Il va falloir, en matière de négociation, on disait souvent, il va falloir avoir une meilleure solution de rechange, en fait. Pour ne pas... Enfin, pour moi, il y a un axe très fort de travail. Moi, j'essaye de cultiver en permanence mon indépendance parce que ça me permet d'être pris le moins possible dans des situations de double contrainte. Si je veux plus le changement que les personnes que j'accompagne, la vie va devenir difficile dans un certain nombre de situations. Je ne vais pas endormir un certain nombre de nuits. Donc moi, si je me sens pris dans une double contrainte, en fait, mon premier réflexe, c'est d'essayer de travailler mon lien d'indépendance vis-à-vis du contexte. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je suis vigilant en permanence. C'est pour ça que je suis devenue jardinier relationnel, parce que j'ai commencé par apprendre à accueillir des plantes sauvages comestibles pour pouvoir me nourrir les longs des chemins que je parcourais à pied. Comme ça, je pouvais aller plus loin, je pouvais pousser. Et finalement, dans ma vie professionnelle, ça m'a poursuivi. Et dans mon métier de consultant aujourd'hui, un jour, je me suis dit, je vais me faire un CAP de cuisinier aussi. Donc, j'ai fait le CAP de cuisinier et après, j'ai fait la thèse pour montrer que tous les travaux qu'on peut faire sont passionnants. Tous les diplômes qu'on peut faire sont passionnants. Mais ça m'a permis de travailler mon lien de dépendance au contexte, en fait, et donc d'élargir mes possibilités d'intervention, ne voulant pas plus le changement, puisque de toute façon, si j'avais plus de boulot, j'avais une alternative qui était d'être cuisinier. Donc ça, c'est un élément très, très important. Maintenant, si on est consultant intervenant extérieur, deuxième position, j'ai envie de dire, pour sortir d'une double contrainte, on a 2 axes possibles de travail. On travaille avec là où les personnes accompagnées, leur lien au contexte, premièrement. Deuxièmement, on leur donne des conseils en matière de métacommunication. Parce qu'en fait, souvent, on a tendance à, enfin même moi, il m'arrive de m'y prendre comme une patate en matière de métacommunication, parce qu'on est trop direct dans notre manière de métacommuniquer. Et en fait, on est involontairement maladroit, en fait, j'ai envie de dire. Et je pense qu'une manière de procéder qui peut être très aidante et sur laquelle on peut inviter les personnes que l'on accompagne à travailler, c'est à faire un effort en matière de précaution oratoire.
Et ça va donner un truc du style chef, je suis très embarrassé. Je dois évoquer avec vous un sujet qui est assez délicat et difficile. Et je redoute d'ailleurs de vous mettre en colère. Bon, voilà, comme ça, on prend un peu à la maîtrise de la relation derrière. Et donc, en fait les précautions oratoires sont une intervention sur la dynamique interactionnelle. En fait, on s'appuie sur ce que l'on redoute parce qu'en prescrivant en fait ce symptôme-là, en disant à l'avance que ça va se produire, on reprend en fait de la maîtrise sur le flux des interactions. C'est-à-dire que notre interlocuteur, s'il fait ce que l'on redoute, il nous donne raison. Est-ce que ça l'arrange de nous donner raison? Ou pour nous donner tort, il ne doit pas, enfin je dis de manière un peu caricaturale peut-être, se mettre en colère. Donc finalement, en annonçant à l'avance qu'on redoute, eh bien, on crée de meilleures possibilités d'ajustement par rapport à la situation de double contrainte. Donc moi, en tout cas, dans des accompagnements, c'est un aspect que je vais beaucoup travailler avec les personnes que j'accompagne, et souvent, c'est très fructueux pour aborder un certain nombre de situations difficiles. Dernière position, celle du manager, qui est confronté, et ça, c'est le propos de ma thèse, parce qu'en fait, dans ma thèse, je caresse un rêve depuis des années qui peut-être se concrétisera encore dans les mois prochains qui viennent. J'avais envie de proposer un grand recadrage, en fait, pour les managers dans les organisations. Et le grand recadrage que je voulais proposer aux managers dans les organisations, c'est justement tous ces comportements bizarres, totalement pathologiques, ces pervers narcissiques dont on ne sait pas quoi faire, etc., etc. En fait, par le biais de ma thèse, moi, je les invite à voir ces comportements bizarres, inhabituels et particulièrement pénibles à gérer d'un point de vue managérial, non pas comme des comportements pénibles casse-pieds, mais plutôt comme des comportements qui sont logiques en regard d'un contexte qui est vécu comme étant un contexte de double contrainte. En fait, je fais un lien entre ces comportements bizarres avec le fait que probablement ces personnes qui ont des comportements bizarres ou pénibles doivent être prises dans une situation qu'elles vivent comme étant une situation de double contrainte. Et exercice très difficile que je propose aux managers, c'est de faire un effort que j'appelle un effort de méta-communication. Alors, ça veut dire quoi, méta-communication? En fait, j'aimerais inviter les managers, je n'ai pas dit mon dernier mot, peut-être je vais y arriver, à communiquer sur leur compréhension de la boucle interactionnelle qui probablement est à l'origine de la perception par leurs collaborateurs de vivre une situation de double contrainte, une situation de travail de double contrainte. Donc le manager, en fait, à ce moment-là, pourrait dire « Ah, alors, ok, en fait, moi, je comprends que quand je te demande ça, tu réagis de telle manière, probablement tu te dis quelque chose comme ça, corrige-moi si je me trompe. Et donc, fort logiquement, tu réagis de cette manière-là, que moi, je décode de cette façon-là, ce qui m'invite à réagir de manière privilégiée de cette façon-là, mais finalement, ça ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Et en fait, c'est un exercice extrêmement difficile que je propose aux managers à ce moment-là, parce que c'est les inviter à reconnaître qu'éventuellement, ils font partie du problème sur lequel il s'agit d'intervenir. Et après, il faut qu'il se comporte. Enfin, c'est pas un travail de manipulation que de méta-communiquer sur la boucle interactionnelle. Mais après, il doit avoir un comportement qui est en cohérence avec leur compréhension, avec leur lecture interactionnelle de la difficulté. Donc, ils doivent arrêter avec leur propre tentative de solution. Et je peux vous donner un exemple que je prends souvent, c'est j'ai accompagné une directrice qui avait un problème avec un collaborateur qui avait un comportement particulièrement désagréable avec tout le monde dans l'entreprise, les clients, ses collaborateurs et ses collègues.
Et elle avait essayé maintes et maintes fois de lui dire change ton comportement, ça ne fonctionnait pas. Alors, elle a pas méta-communiqué sur toute la boucle interactionnelle, mais on a pris un raccourci. Elle lui a dit, je viens de comprendre que c'est pas parce que j'insistais que ça faisait quoi que ce soit là à me faire. J'ai même l'impression que ça ne fait qu'alimenter, en fait, un non-changement de ta part. Et donc, je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à changer, parce que d'autres personnes arrivent très bien à le faire, mais moi, et ça, c'était l'intervention, mais moi, je vais arrêter de te le demander parce que j'ai l'impression de devenir harcelante. Et je vais m'organiser différemment. Je vais arrêter de t'embêter avec ça. Et pour les prochains projets que je voulais te confier, ben, je vais les confier à quelqu'un d'autre. Or, cette personne-là adorait conduire des projets à l'étranger. Le prochain projet, c'était un projet en Allemagne. Et il a vu en fait que le projet lui échappait et il a amendé, il a modifié son attitude et son comportement à ce moment-là. Voilà, ça c'était une très belle manière de sortir de la double contrainte. Enfin, de la lecture par le manager d'une double contrainte. Voilà, Anne-Catherine, j'espère que ça répond un peu à ta question. Une autre question? Ah, mais alors... une autre question. Alors, je vois que le temps passe à toute vitesse. Il nous reste 10 minutes. On peut reprendre 2-3 questions. Je vais peut-être être plus synthétique. En fait, si je peux me permettre, si je résume, Olivier. Oui, vas-y, Alexandra. Je ne te vois pas, mais j'ai reconnu ta voix, en fait. Mais tu peux cliquer sur la petite flèche à côté des photos et tu me verras. Oui, attends. Je cherche. Où es-tu, Alexandra? Vas-y, Alexandra. Vas-y, je t'en prie. C'est que, en fait, ce que tu racontes, c'est un peu lâcher prise. En fait, c'est lui qui en lâche sur cette problématique-là. Et moi, dans mon expérience de médiateur, je dis toujours que dans une situation conflictuelle, il y a deux personnes qui tiennent ficelle. Dans cette image-là, il y a deux qui tiennent la ficelle et ils tirent de plus en plus, chacune dans son côté, pour avoir raison, bien évidemment. Est-ce que le but, c'est gagner et avoir les raisons. Et c'est lui qui gagne, c'est finalement celui qui lâche. Parce que comme on lâche la ficelle, et ben l'autre qui fait quoi? Il tombe. Mm-hmm. Donc, et c'était drôle on a expérimenté ça dans la médiation. On a donné les ficelles aux gens et ils s'agrippaient. Et je dis, mais maintenant, lâche. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Ben, il tombe. Donc, en fait, c'est qui gagne quelque part, entre guillemets? C'est celui qui a lâché la ficelle. Ouais. C'est rarement vécu comme ça, Alexandra. Les gens ont du mal à lâcher la ficelle. Enfin, ils aimeraient bien que l'autre lâche la ficelle. Tu vois, c'est souvent ça. Principalement dans ce genre de situation difficile, on attend des changements d'abord chez les autres, avant c'est dommage. Enfin, ça, c'est un des gros enjeux de cette approche interactionnelle, c'est justement que celui ou ceux ou celles qui s'adressent à nous acceptent encore de tenter une expérience de plus qui serait de lâcher la ficelle, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, quoi. Mais il y a tout un travail qui doit se faire progressivement. Et j'aimerais revenir sur ton point sur l'étiquette non pathologisante. Non pathologisante, destructible, c'est pas mal. Psychodégradable. Ouais. Psychodégradable, excellent, cette façon de voir les choses. Et je pense que dans une relation, il y a aussi un aspect énergétique qui entre en jeu, que moi j'ai expérimenté beaucoup. Et comme on arrive dans une situation conflictuelle où celle qu'on veut changer, on arrive avec une certaine énergie et certaine histoire dans la tête qu'on se raconte. Et elle participe à envenimer les choses ou de se faire détendre les choses. Et si on estime que l'autre est un monstre déshumanisé
pathologique, psychopathe, je ne sais pas qui d'autre, hein, évidemment qu'on ne peut pas avancer. Et cette approche-là, elle est chouette parce que justement, de dire, on me demande souvent d'ailleurs comment je peux faire la médiation avec l'autre, hein. Comment vous allez lui parler? Parce que c'est un monstre, hein. Il m'a fait tellement mal. Il est impossible d'aborder cette personne. Et bien si, on fait quand même, et on y va et on cherche c'est justement là où j'adore cette approche. Quand on cherche justement chez l'autre, c'est raison logique. Tout à fait. Il fait ce qu'il fait. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Chez nous, il n'y a pas de monstre, il n'y a que des gens nouveaux à découvrir, quoi, qu'on n'a pas encore découvert. Oui, on a de merveilleuses surprises qu'on découvre derrière les monstres, de gens en fait qui sont justement soumis à la double contrainte très souvent, très très forte, et qui ont de contraintes, on va dire, institutionnelles très fortes, et qui ne peuvent pas s'y échapper puisqu'ils risquent leur poste tout simplement. Et la solution consiste toujours, de mon point de vue, par exemple, ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver les sorties pour la personne, de lui donner les opportunités à trouver le sortie pour qu'elle puisse trouver la solution à sa double contrainte. Oui. Comment on liquide d'abord la double contrainte pour que la solution au problème vienne. Et en général, une fois qu'on propose à la personne de trouver la solution à la double contrainte, il s'avère que la solution se trouve toute seule. En fait, on a des surprises merveilleuses, c'est-à-dire les gens donnent plus qu'on leur demandait au départ. Ils s'investissent totalement dans la solution, quoi, après. Je vais t'interrompre, Alexandra. En fait, faire ce travail de découverte, c'est déjà intervenir par rapport à la situation. Aussi. Rien que le travail de découverte, c'est aussi une intervention par rapport à la situation. Carolina, je vois que tu avais une question et je vois aussi que Sabine a mis une question, je crois, dans le chat. Attends, je regarde juste la question de Sabine dans le chat, peut-être. Que faire si dans une relation, un des individus fuit toutes les discussions? Tu dois considérer que tu ne peux pas discuter avec lui et alors, Sabine, tu dois imaginer comment tu t'organisais. La question, c'est si tu peux pas discuter avec cette personne-là, si jamais tu pourrais discuter avec cette personne-là, alors qu'est-ce que deviendrait ton problème à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ferais de différent? Carolina, tu vas sur ta question? Oui, merci Olivier. J'avais deux questions et j'ai adoré le fait que tu dises que si on pouvait poser des questions qu'on n'a jamais osé poser. Ouais. Moi, j'ai celle-ci et après j'ai une question plus anodine. C'est par exemple, comment appliquer l'approche de Palo Alto sur des situations un peu plus graves qui pourraient concerner la loi, par exemple, typiquement en entreprise. Une approche, par exemple, quelqu'un qui a des propos sexistes ou si on va plus loin, de harcèlement sexuel, par exemple, tu vois, vis-à-vis d'une personne. Est-ce que à ce moment-là, il faut passer par des mécanismes tout simplement de régulation légale ou est-ce qu'il peut y avoir quand même, est-ce qu'on peut toujours considérer que la personne qui fait des attouchements sexuels a une réaction logique, hein, tu vois, du point de vue. Donc c'est cette partie-là, je dirais, les gens qui font quelque chose de malveillant. Je me suis toujours posé cette question, puisque chez nous, on est non pathologisant et on peut toujours quelque part, voilà, se dire le système interactionnel peut permettre que ces comportements puissent avoir lieu. Ça, c'était ma première question. Et l'autre, comme elle est très, très courte, si tu veux, je te laisse répondre à celle-ci, si tu as quelque chose à répondre. Sur la première, c'est une question difficile. Ça dépend de qui est client de quoi. Oui. Dans le système. Et l'intervention ne sera pas du tout la même. Est-ce que c'est les dirigeants? Est-ce que c'est les autorités? Est-ce que c'est la personne elle-même, tu vois? Est-ce que c'est son entourage? D'accord. Et donc, mais enfin, je veux dire, si on est juste dans une logique de conciliation, que ça fonctionne pas, à un moment donné, il va bien falloir prendre une position qui sera une position autoritaire. Maintenant, s'il y a un travail, tu vois, si c'est cette personne-là qui vient me voir
en fait, dans mon cabinet, ben moi, je pourrais faire un travail avec elle qui sera très différent de si c'est une intervention dans l'entreprise. En fait, tu as raison. des Oui. Là, en l'occurrence, je pensais à quelqu'un qui avait été, disons, la réceptrice la réceptrice Ouais. des attouchements. Oui, oui. Bah ça, il faudrait voir avec elle ses tentatives de solution, qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à présent, jusqu'où elle est allée, et donc qu'est-ce qu'elle se refuse à faire, enfin, tu vois, refuse à faire, Oui. peut-être dans la situation, pour des très bonnes D'accord. raisons que tu dois découvrir, et peut-être, tu vois, elle a tendance à se rétracter, et plus elle se rétracte, plus l'autre y va, quoi, enfin. Donc, Mhm. à un moment donné, comment elle pourrait remonter sa position relationnelle, interactionnelle, ce sera important. Parce que tu vois, j'ai toujours beaucoup réfléchi à ça. Si tu regardes d'un point de vue de l'évolution des mœurs, on arrive à se dire que maintenant, toute victime n'a pas raison de l'être, c'est-à-dire que n'a pas de raison de l'être. Elle a, au contraire, toutes les raisons de l'être. Si tu vas à la police, ben maintenant, la police a été formée pour ne plus jamais dire à une victime qu'elle a peut-être eu une quelconque responsabilité dans ce qui lui arrive. Or, dans cette approche interactionnelle, si la personne qui a subi ça est en demande de travailler dessus, quelque part, on part de l'hypothèse que elle a une responsabilité, peut-être pas dans ce qui est arrivé, mais tu vois ce que je veux dire? Non, moi je ne parle pas du principe qu'elle a une responsabilité. D'accord. Pour moi, elle est confrontée à un problème, elle n'y arrive pas, et je lui donne un coup de main sur comment y arriver différemment. Ah, d'accord, très Bon, bien. il n'y a pas de considération de les responsables de quoi que ce soit. Le responsable de quoi que ce soit. C'est pas moi qui intervient. Le niveau de responsabilité, moi, je vais tout faire pour l'aider à mettre en œuvre des choses qu'elle n'a pas mises en œuvre et qui feront une différence par rapport à tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent et qui n'a pas fonctionné. À la différence, d'accord. C'est ça la responsabilité, mais ce n'est pas la responsabilité par rapport à ce qui se passe. Par rapport à ce qui se passe. Ok, je comprends bien la différence maintenant, merci. Et juste la deuxième, c'était quand tu comparais l'approche systémique selon Palo Alto avec la PNL, par exemple, où la PNL, en effet, elle met beaucoup d'efforts sur l'identification de l'objectif à atteindre dans la démarche. Est-ce que ça se rapprocherait pas quand même de cette notion parfois d'objectif de niveau supérieur qu'on essaye aussi de chercher, si je prends la démarche de Dominique Berriot, qui peut-être n'est pas 100% Palo Alto, je sais pas. Non, il y a beaucoup de but conscient, Dominique. D'accord. Donc Palo Alto pur, on ne serait pas là-dedans. Mais non, parce que dans Palo Alto pur, ce qu'on essaye de faire, c'est on court après des premiers signes de changement. Oui, c'est ça. Nardone dit on fait des boules de neige et on espère qu'elles vont se transformer en une avalanche. D'accord, joli. C'est Merci. ça. Et enfin, on met toute notre énergie à faire. En fait, Bateson dit faire des différences qui fassent des différences. Quelle est la plus petite différence qu'on peut faire qui va faire une différence? Tu sais, c'est voilà le doigt dans l'engrenage, le pied à l'étrier. Enfin, tout à fait. Ouais. C'est magnifique, quoi. Et puis après, hop, ça va plus. Voilà, et je vois qu'il est 14h02. Je vous propose qu'on s'arrête là pour l'instant. Je rappelle quand même, enfin voilà, deux infos sur les formations. On a, pour ceux qui ne sont pas formés si vous pouvez en parler autour de vous, pour tous ceux qui sont mes anciens élèves là, je cherche encore quelques participants. On a déjà un premier groupe. Merci Vincent, à bientôt. On a un premier groupe, on a un groupe qui est prévu, Carole, le 26 septembre, c'est ça, un nouveau groupe pour le premier niveau de formation. Et puis avec Claude Duterme, on organise aussi des formations niveau 2, là, si ceux qui sont déjà formés, si vous avez envie d'affiner encore vos compétences en matière de conduite d'entretien d'aide. On a fait un premier groupe, c'était génial. 6 fois 2 jours, en 6 mois, on a terminé avec un repas à la maison, on s'est fait manger tous ensemble, c'était topissime, puisque Claude et moi, nous sommes tous les deux des cuisiniers, donc c'était très bien. Centré sur l'entretien d'aide. C'est central, hein, l'approche de Palo Alto, ça commence toujours au moment tout démarre dans les entretiens.
Si on fait des entretiens comme des patates, si on vient avec des mauvaises questions qui réfèrent à d'autres modèles, ça va pas. Malheureusement, l'approche du Palo Alto n'est pas miscible dans beaucoup d'autres approches. Si on fait Palo Alto, il faut être très rigoureux dans sa manière de pratiquer l'approche de Palo Alto. Donc c'est pour ça que si vous voulez encore vous améliorer, eh bien vous devez travailler encore la manière dont vous posez des questions en entretien. Et le niveau 2, Carole, je crois, a mis l'info, c'est voilà, fin septembre, le deuxième groupe on va démarrer. On n'est pas nombreux, on est 8 maxi, et c'est topissime. Et on est capable de faire de l'hybride, puisque dans le premier groupe, il y avait une personne qui était en Afrique du Sud et l'autre qui était aux Antilles, et on s'en est très bien sortis. Voilà. Merci. Qu'est-ce que tu appelles niveau 2, Olivier? Ce sont quoi les critères? C'est Hélène, c'est ça? Oui, c'est Hélène. Hélène. En fait, il faut avoir suivi le niveau 1. Oui, d'accord. Que tu as déjà suivi chez Repère. Hein. Oui. Mais et tu as tout le programme sur le catalogue, je crois que Carole a mis. Okay, donc en fait, c'est vraiment tout l'entretien d'accompagnement et la consolidation des entretiens au fur et à mesure de l'accompagnement qu'on fait. Et vraiment, vous progressez beaucoup. Voilà, on traque toutes les mauvaises questions. Okay. Je vous souhaite un bel été à tous. Je vous remercie de tout cœur pour votre participation. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Faites-moi des retours, hein. Ils sont les bienvenus. Et j'étais ravie de répondre à vos questions.